Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui est aussi mon amie dans la vie. C'est Sylvie Horry qui est conteuse professionnelle. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Nous sommes deux Sylvie, tiens. Voilà, on vous présente le duo Sylvie et Sylvette, comme on se présente souvent auprès du public quand on a l'occasion d'intervenir ensemble. Je connais Sylvie depuis une bonne douzaine d'années maintenant et ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo avec elle pour qu'elle vous parle du cœur de son métier, puisque comme je le disais, elle est conteuse professionnelle. J'avais envie qu'elle vous parle de l'art de conter et de ce petit supplément d'âme qui fait la différence entre un conteur qui habite vraiment son activité et quelqu'un qui va juste prendre un livre et lire une histoire. Moi, quand je fais des veillées contes, j'explique bien aux gens que je ne suis pas conteuse. Tout ce que je connais en matière de contes, je l'ai appris de Sylvie en travaillant avec elle, mais je ne me définis pas comme une conteuse. Moi, je reste une femme de l'écrit, une écrivain. J'ai besoin du livre pour raconter. Alors que Sylvie a une manière complètement différente de faire vivre les textes, et c'est de ça que j'avais envie qu'elle nous parle aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai eu envie de vous raconter comment on s'était rencontrés, parce que je trouve que ça parle justement déjà de cette magie du conte. Donc c'était il y a une douzaine d'années avec mon fils qui était petit à l'époque et que j'avais emmené à un atelier conte qui était animé par Sylvie. Et je me souviens qu'on est entrés tous les deux dans une salle qui n'était pas spécialement magique en soi. C'était une salle finalement un peu assez banale avec du matériel stocké dans les coins. Sylvie était assise dans la salle avec un petit groupe d'enfants autour d'elle. Et puis, elle a commencé à raconter son histoire. Et très vite, j'ai vu que les enfants embarquaient et que moi aussi, en tant qu'adulte, j'embarquais complètement dans ce qu'elle était en train de nous faire vivre. Donc pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être une demi-heure, j'ai été vraiment transportée dans un autre univers. J'ai oublié la salle, j'ai oublié le public. Pourtant, je me souviens qu'elle avait pas beaucoup de décors, pas beaucoup d'accessoires, et c'est ça qui me sidère toujours justement dans sa façon de compter, c'est que finalement, elle s'appuie vraiment sur très peu de choses. Elle a sa voix, elle a quelques objets, mais elle n'a pas un grand décorum. D'ailleurs, comme elle se déplace beaucoup, elle ne pourrait pas, parce qu'elle va vous le raconter, elle voyage beaucoup d'un endroit à l'autre pour aller compter. Et je trouve que ce jour-là, elle m'a vraiment fait découvrir ce que c'est d'embarquer un public dans l'univers d'une histoire, autrement que ce que moi je connaissais en tant qu'auteur qui venait lire et raconter ses propres histoires aux enfants avec le livre. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle vous parle un petit peu justement de ce fabuleux triangle conte, public et conteur, et comment on réussit à rendre ça vivant, comment on réussit à créer cette magie, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer, qui fait qu'à un moment, il y a une alchimie qui se produit et que tout le monde est transporté dans une autre dimension. À toi, Sylvie. Merci Sylvette pour cette belle présentation. Donc effectivement, ça remonte à plus de 12 ans. Et mon aventure remonte à 14 ans avec les contes. Cette alchimie que tu viens de présenter, comment l'expliquer? Mais je crois vraiment que c'est d'abord un acte d'envie et d'amour quand on raconte une histoire. On a envie de faire passer quelque chose, de quelque chose qui nous plaît à l'autre. Et finalement, on le fait à travers une histoire. Et puis, il va y avoir une alchimie entre le public, la conteuse ou le conteur, à travers cette histoire. Comment je fais pour créer ce moment magique? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'abord une histoire qu'on doit aimer. C'est très important, le choix de l'histoire. Je ne raconte pas des histoires qui ne me parlent pas. J'ai un répertoire d'histoires que j'aime raconter, un petit peu de tout, mais j'ai également des préférences. J'adore les contes russes comme toi, mais j'aime beaucoup les contes du Moyen-Orient. J'aime moins les histoires d'animaux, mais pourtant j'en raconte. J'aime bien les grands contes merveilleux, mais ce ne sont pas forcément les contes que je préfère par-dessus tout raconter. En tout cas, en fonction de mon public, de l'âge, euh, bien sûr, une histoire qu'on va raconter à des petits ne sera pas forcément celle qu'on va raconter à des plus âgés ou à des adultes. En fonction du public, je vais choisir l'histoire, je vais mettre tout ça dans une ambiance à ma façon. Et cette ambiance, comme tu le disais, je la crée d'abord et avant tout avec ma voix, mes mots que j'essaye de ne pas chercher, qui viennent tout seuls. Évidemment, après avoir quand même bien intégré
intérioriser l'histoire, ça c'est important, et de la musique et des objets par ailleurs. Comme je suis limitée par le volume, comme je me déplace et que je peux pas avoir je n'ai pas de camionnette, hein, j'ai une petite voiture, je n'ai pas de remorque, mais j'ai quand même un minimum de place, on va dire, pour embarquer des instruments qui me semblent très utiles et très beaux pour rythmer notre histoire. Par exemple, je commence toujours, ça a l'air un petit peu classique, mais j'adore commencer avec le gong. Chacun connaît le gong. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, ce gong-là, je l'ai depuis plus de 15 ans et il m'accompagne dans toutes mes histoires. Ça, ce coup du gong va vraiment permettre de faire passer le message au public. On va commencer. On est prêt ensemble pour embarquer pour un voyage. Un voyage qui va durer, selon le cas, peut-être que 20 minutes, mais parfois plus longtemps. Ça dépend de l'histoire, ça dépend aussi du public, ça dépend de moi, de la conteuse. Car jamais je ne raconte de la même façon. Parfois d'ailleurs, l'histoire est plus longue alors que c'est la même histoire au départ. La musique peut-être est plus présente dans certains cas. Alors comme instrument, j'adore aussi utiliser, et je sais que Sylvie l'adore aussi, parce que ça met une ambiance très spéciale pour rythmer et traduire surtout les sentiments des personnages de l'histoire. Cet instrument, c'est le sinsula ou sansula, je ne sais jamais en fait. Je crois que c'est le sinsula, dit-on. Je vous le montre. Voilà, c'est un instrument plutôt d'origine africaine, mais qui a également des créations en Orient et en Asie. Et celui-ci, par exemple, vient d'Asie. La tonalité est magnifique. Je vais vous le faire. Alors, à chaque fois, ce genre d'instrument, avec une caisse de résonance, a une tonalité différente. Celui-ci, je le préserve car il a une tonalité d'exception. Écoutez. Alors, ce petit instrument vraiment permet de transporter dans la rêverie, mais également peut-être même plus loin dans la mélancolie. Tout dépend de ce qu'on veut traduire avec. Oui, il est vraiment épatant parce que quand on le regarde, on voit qu'il n'y a pas tellement de touches. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les petites lamelles. Finalement, c'est un instrument avec pas beaucoup de notes, hein, si on compare à un piano ou un accordéon. Et il y a quand même une variété incroyable de mélodies et d'ambiances qu'on peut créer avec ce petit instrument. Exactement. Je peux en parler en connaissance de cause puisque je t'ai vu le faire en l'utilisant à de nombreuses reprises. Et puis, tu parles alors, des ambiances que ça peut créer. Et puis, il y a aussi tout ce côté rituel que tu installes justement à travers le premier coup de gong. Tu as une petite formule aussi que tu utilises avec les enfants au début d'atelier. C'est vraiment comme si on ouvrait un espace, exactement comme on ouvre le rideau rouge au théâtre avant la représentation, qu'il y a le noir qui se fait. Il y a comme ça tout un passage de la réalité ordinaire à la réalité du conte. Et dans mon ressenti, tu me diras si c'est exact ou pas, j'ai l'impression que les instruments, tu les utilises aussi pour rythmer le récit, pas seulement pour exprimer, comme tu disais, des ambiances sonores ou des sentiments des personnages, mais aussi, par exemple, quand il y a des transitions entre les différentes phases du récit, quand tu as besoin de changer le décor. Donc, il peut aussi, l'instrument peut aussi être utilisé pour créer comme ça des petits interludes et amener justement une autre ambiance. Est-ce que c'est... Tout à fait. C'est exactement ce que je fais. J'aime aussi parfois m'accompagner tout simplement de musique préenregistrée. On a la chance maintenant de pouvoir se balader avec des petites baffles assez puissantes. Et donc, comme je n'ai pas toujours et plus depuis un certain temps l'occasion d'être accompagnée par un musicien live, ce que j'adore, hein, eh bien, je prends ma musique et j'en fais profiter mon public. Je l'ai fait dernièrement dans une maison de retraite avec Astor Piazzolla, où j'ai pris des très bons enregistrements de différents morceaux. Et ça a très bien marché. Et comme tu le dis, pour passer d'une partie de l'histoire à l'autre, pour rythmer vraiment notre histoire, pour les faire avancer avec moi dans l'histoire.
Et alors, pas seulement pour rythmer, mais j'allais justement le dire quand tu as commencé à parler de la maison de retraite, la musique est là aussi, quelquefois, pour toucher des publics qui peuvent être plus difficilement atteints par les mots, puisque tu interviens aussi en maison de retraite, tu travailles quelquefois dans les hôpitaux, je crois, Oui. et puis dans certains centres où il y a des enfants malades. Donc, la musique permet d'avoir une communication parallèle, j'ai envie de dire, à celle qui est véhiculée par les mots, pour toucher des gens qui peuvent avoir un profil un peu autistique ou qui peuvent avoir des problèmes de surdité, s'ils sont des personnes âgées. Donc, il y a vraiment comme un double langage, en fait, que tu combines entre ce que tu fais avec les mots et ce que tu fais avec la musique. La musique est vraiment importante, je trouve, dans ta pratique de conteuse. Tu le disais, tu as travaillé beaucoup avec des musiciens live, tu as travaillé avec un accordéoniste, avec une violoniste aussi, Mhm. si je me souviens. Oui, deux violonistes différentes. Voilà, donc là, ce sont vraiment presque des soirées artistiques, j'ai envie de dire, hein, où vos arts Mhm. se combinent et où vous intervenez en duo. Et puis, alors, comme tu le dis, maintenant, ton orchestre est plus restreint puisque c'est toi la femme orchestre. Et du coup, tu utilises tous ces instruments Exactement. dont tu étais en train de nous parler avant que je te fasse dévier sur autre chose. Mais peut-être tu peux nous en présenter quelques autres. Il y en a un que j'aime beaucoup qui sert à rythmer, par exemple, les pas quand il y a des voyages dans les contes, souvent les contes initiatiques, hein, le héros part en quête et alors il voyage ou à pied ou à cheval. Voilà, et tu as plein de Bon, super instruments. c'est celui-ci que j'utilise pratiquement systématiquement dans mes histoires, car il y a toujours un moment, une pérégrination quelque part d'un des héros, d'un des personnages. Donc, je vous fais entendre, encore une fois, c'est une caisse de résonance en bois. Et j'en ai un autre auquel peut-être tu as pensé, que je vous montrerai. Comment Alors, il s'appelle celui-là? Pardon. Comment il s'appelle celui-là? Alors, celui-ci, en fait, je ne sais pas, je l'appelle la caisse de résonance. D'accord. Honnêtement, je ne sais pas. Il a certainement un nom, mais je ne le connais pas. Alors, je crois que tu as ton micro qui a bougé un petit peu parce que le son s'est affaibli. On Ah, l'entendait bien au alors début et maintenant attendez, il est moins fort. je vais essayer de le faire mieux, là. Voilà, super. Ça va? Ça va. Bon, c'est pas du live, hein, donc, mais ça vous donne un peu une impression. J'en ai un autre que j'aime beaucoup. Alors, attendez voir. Dans ma petite installation, c'en est un qui vient d'Afrique et qui se présente comme ça. Donc là, c'est vraiment le xylophone, par excellence, avec un son très très pur. Alors, je vais le poser, j'espère que vous allez pouvoir entendre. On va voir. Ah, je n'ai pas, attendez voir. Là, il me manque malheureusement. La Attendez voir. baguette. Ça va pas aller. Bon, je n'ai qu'une des baguettes, mais on va essayer. Ah, là, c'est un petit peu dur. On va le soulever, voilà. Ah non, ça va pas marcher. Ça marche pas. Non, parce qu'il faut le poser sur une surface. Non, ça ne marche pas malheureusement. Ok. C'est les Voilà. aléas du direct, pas de Ah, bah souci. alors attendez, c'est peut-être que je ne l'ai pas mis dans le bon sens, tout simplement. Ah, voilà. Là, d'emblée, on est transporté dans une ambiance africaine. Oui. Alors, je ne l'utilise pas forcément que pour des contes africains, mais c'est vrai que l'apport est direct, on va dire là, hein. Oui, c'est ce que tu me disais aussi quand Et un petit peu en amont de l'interview, que le conte nous permet aussi de voyager justement à travers toutes les cultures, puisque d'abord, c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures, et dans certaines cultures, il est même encore très vivant et très important comme véhicule de la mémoire, de la tradition orale. Tu le disais, tu racontes des contes de toutes les traditions, et puis il y a cette immersion en fait dans un univers qui peut être traduit par les instruments, mais aussi par certains accessoires que tu vas utiliser. Je me souviens qu'on avait fait ensemble un atelier sur les contes d'Orient où tu avais utilisé des parfums, tu avais utilisé des petits objets les ciselés. langues Euh, orientales, oui, tout à fait. voilà. En fait, j'essaie toujours, avec peu d'objets, peu de choses, de traduire une ambiance. Et comme tu le disais, effectivement, il y a la musique, mais il y a aussi cet environnement qu'on peut facilement créer. Et tout ceci sera en support ou en accompagnement de l'histoire que je vais raconter.
Et c'est là, je trouve, qu'intervient le talent du conteur, parce que tu nous parlais au début de cette passion, de cette envie de transmettre. C'est vrai qu'on peut avoir le décor, on peut avoir les instruments, on peut avoir une magnifique histoire. Si on n'est pas habité au moment où on la raconte, exactement comme un acteur est habité au moment où il joue un rôle sur scène, et ben, je trouve qu'on n'embarque pas le public. Ça va rester quelque chose d'un peu académique, un peu scolaire. Euh, donc, quand tu disais qu'effectivement, on a besoin de choisir des histoires qui nous touchent, qu'on va réussir à habiter. Je comprends parfaitement ton choix. Et alors, je me disais, si maintenant, par exemple, tu avais une demande, je ne sais pas, d'une maison de retraite qui souhaite que tu interviennes autour d'une histoire précise et que cette histoire ne te parle pas, est-ce que tu ferais quand même l'effort d'essayer de trouver comment l'habiter, un peu en te donnant le défi d'aller vers quelque chose vers quoi tu n'irais pas spontanément, un peu comme un acteur comique pourrait s'essayer à un rôle tragique pour voir s'il en est capable? Ou est-ce que vraiment tu dirais honnêtement aux prestataires, écoutez, non, cette histoire, elle ne me plaît pas, je préfère vous en proposer une autre sur le même thème. Comment tu réagirais? Je pense que d'emblée, je dirais, cette histoire, je n'adore pas, mais je ne refuserai peut-être pas. Je dirais, bon, j'essaierai de proposer autre chose. Si franchement, cette histoire et pas une autre, alors je crois que je ferai quand même peut-être l'effort. Et puis, avec un petit peu de travail, parce que ça se travaille quand même une histoire, hein, ça ne s'improvise pas. Peut-être que je découvrirai quelque chose finalement qui me plaît, beaucoup plus que je ne le croyais, et que je proposerai quand même cette histoire. Si en revanche, je constate que je n'adhère absolument pas à l'histoire, que je n'arrive pas à faire passer, comme on le disait tout à l'heure, cet Cette amour, ce émotion? supplément d'âme, eh bien, à ce moment-là, je dirais: «Je suis désolée, mais je crois que cette histoire, je ne pourrais pas vous la raconter comme vous le souhaitez, mais je peux vous proposer peut-être quelqu'un d'autre», ou voilà. Donc tu resterais fidèle à toi-même et tu penses que c'est important en tant que Ouais, je conteur crois. de rester effectivement fidèle à qui on est, à ce qui nous fait vibrer et pas essayer d'aller vers quelque Non, chose qu'on sent pas finalement. non. Moi, déjà, dans ma vie, je ne fais jamais rien, et je crois que le conteur doit être honnête, et c'est ça. Donc déjà, dans ma propre vie, j'ai rarement fait des choses que je ne voulais pas faire. Parfois, on est contraint, on n'a pas le choix, mais j'ai toujours, eu la possibilité, mais j'ai pris aussi des choix, de faire ce qui me correspondait, et je trouve que par rapport aux histoires, c'est un peu la même chose. On doit avoir un répertoire ou raconter des choses qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de transmettre à sa façon, face à un public, en donnant vraiment un maximum de soi-même. D'ailleurs, à chaque fois que je raconte, je suis assez fatiguée après, mais en même temps, je suis très excitée et très heureuse. Je remarque qu'actuellement, à cause malheureusement de la période Covid et notamment du variant anglais, je travaille moins dans les écoles primaires pour le moment. J'ai décidé, pour des raisons familiales, de ne pas être trop en milieu scolaire. Ça me manque. Ça me manque parce que autant j'essaye d'apporter aux autres en racontant, autant, et c'est ça qui est beau dans cet acte de raconter, euh, le public me nourrit et m'apporte énormément. Énormément, et je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque j'ai fait une belle séance avec des enfants ou avec des personnes âgées ou ailleurs, où je sens que, les gens, les enfants, les personnes âgées, les enfants malades et cetera, étaient heureux. Ça m'est arrivé, hein, même il n'y a pas si longtemps, une petite personne âgée, même plusieurs, se sont dit: «Ah, c'était beau, c'était très, très beau. Ah, ça m'a touchée, ça m'a fait du bien». Et puis parfois, j'ai des enfants, évidemment, maintenant c'est un peu plus dur avec le contact, mais qui viennent me serrer dans leurs bras, simplement, et qui me disent «Oh, tu es belle». Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est pas que je suis belle, mais c'est qu'ils ont été touchés Ils ont vécu par un ce beau moment. moment. Voilà. Donc pour moi, en fait, être un bon conteur, être une bonne conteuse, c'est peut-être transcender l'histoire, la dépasser pour amener quelque chose qui est un peu, on va dire, c'est un peu charabia, mais quand même un peu la substantifique moelle, le petit nectar de cette histoire. Et je suis convaincue que dans le public, à chaque fois que je raconte, il y aura une personne au moins, ou même plusieurs,
qui va garder quelque chose au fond de son cœur quelque part, au fond de son âme aussi, de cette histoire, et qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à passer un cap. Moi, je crois beaucoup, comme toi d'ailleurs, à la thérapie du texte, à la thérapie de l'écriture, mais à la thérapie du texte qu'on entend. Et encore plus à la thérapie du conte. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, le conte est universel. Le conte est, d'un point de vue spatial, mondial, hein. Le conte traverse les époques. Le conte est unisexe finalement. Et le conte est à la portée de tous. Et Oui, c'est et puis ça que le j'ai conte trouvé est aussi un, formidable. un réservoir de sagesse, hein. Souvent, les contes sont initiatiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits justement pour nous aider, comme tu disais, à faire face à différentes situations de la vie, situations en général difficiles. Donc, on peut très bien s'identifier au héros ou voir comment, face à une difficulté, il a réagi. Et ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, comme tu le disais, dans toutes les cultures et à tous les âges de la vie. Tu en avais parlé dans une émission qu'on avait faite tout au début de la chaîne qui s'appelait Raconter des histoires aux enfants, mais aussi aux adultes, c'est important. Et justement, je voudrais revenir sur ce que tu disais, puisque toi, tu as la chance de travailler non seulement avec des petits, mais aussi avec des gens qui arrivent à la fin de leur parcours terrestre. Et c'est vrai que souvent, les petits, on pense à leur raconter des histoires, et puis arrive l'âge où ils commencent à lire tout seuls, et là, on arrête de leur en lire ou de leur en raconter. Et puis, quand ils sont adultes, on leur en raconte encore moins parce qu'on pense justement que c'est plus de leur âge ou qu'ils peuvent bien les lire tout seuls. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que, d'après toi, le fait de continuer à entendre ces histoires apporte aux adultes? Puisque justement, tu le fais aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des adultes. Je sais que tu as fait des interventions, par exemple, dans des restaurants ou dans des Oui. librairies. Donc, il y a quand même des adultes qui viennent écouter ces contes et c'est bien qu'ils doivent y Et je trouver suis quelque chose. Mais oui, mais je suis même convaincue que le conte est fait pour toutes les générations. Il n'est pas que pour les enfants. Ça me fait souvent sourire quand on me dit: «Ah oui, tu racontes en école». Oui, parce que c'est là où la demande est souvent, présente. Mais, pour les adultes, il est essentiel. C'est comme un livre. Il nous accompagne dans notre vie finalement de tous les jours, ou en tout cas, il nous accompagne dans des périodes de notre vie, le conte. Il y a des contes, à mon avis, qui font du bien à tout moment. Des contes de l'enfance qu'on a envie de relire ou des contes qu'on découvre à l'âge adulte et qui vont nous permettre peut-être de régler un problème qu'on avait, de trouver des solutions pour soi ou pour un autre. Il m'est arrivé de proposer à une amie adulte un conte parce que je me suis dit ça va peut-être l'aider à mieux vivre. Donc au contraire, je crois que le conte a un pouvoir thérapeutique à tous les niveaux et encore plus pour nous adultes qui sommes parfois confrontés à des moments difficiles de la vie. Oui, et peut-être aussi parce que le conte permet de le faire par le biais de l'imaginaire. Alors, les enfants, spontanément, ils vont utiliser leur imaginaire pour régler les problèmes de la vie. En tant qu'adulte, c'est quelque chose qu'on a quelquefois perdu. Et face à un problème, on va utiliser des moyens très rationnels qui vont pas forcément fonctionner, alors que c'est là-dessus que se base aussi, par exemple, tout le principe de l'art-thérapie qui utilise aussi les contes. Les contes vont permettre d'aller chercher dans l'inconscient, d'aller chercher dans le réservoir de sagesse collective aussi, tout ce qui peut nous aider en le faisant par le biais de l'enfant intérieur, ce qui permet parfois de débloquer les situations beaucoup plus facilement qu'en s'adressant à d'adulte qui, lui, est bien carapassonné dans son monde cartésien et qui va dire, ouais, mais comment dire, c'est des contes de fées, ça n'existe pas. En fait, moi, je pense comme toi qu'il y a vraiment une forme de sagesse et de thérapie par les contes qui peut être accessible aux adultes et qui peut être très utile dans la vie de tous les jours si justement on accepte de se dire que ça n'est pas qu'un conte de fées et que ça n'existe pas et qu'il y a une transposition possible, des passerelles en fait qu'on peut créer entre le monde, la dimension du conte et la dimension de notre vie quotidienne. Et notamment, tu vois, je reparle de cette thématique de l'universalité, de l'universalisme du conte. Comme les thèmes abordés sont les thèmes de la vie, de la mort, de l'amour, de la haine, de la laideur, de la beauté, mais tous ces thèmes, c'est nous, c'est chacun qui les porte en soi et qui à un moment donné est confronté dans sa vie. Et comme tu dis, on perd cette dimension de l'enfant en tant qu'adulte.
Et le conte ouvre à nouveau cette porte vers l'enfant. Alors, selon l'adulte qu'on est, on a plus ou moins cette présence d'enfant encore en nous, mais certains l'ont perdue. Et donc, le conte peut vraiment les aider à retrouver beaucoup de choses d'eux-mêmes enfants et à trouver des clés de solutions de leur vie d'adulte. Et puis, je rejoins encore notre thème sur les personnes âgées. Pour moi, le conte, tu l'as dit, c'est comme quelque chose d'initiatique aussi. Et pour des personnes âgées, ça va faire résonance. D'abord, ça va leur permettre, elles aussi, de revenir dans leur état d'enfant, qui est essentiel. Pour des gens qui ont Alzheimer, ou même pas, mais qui sont au bout de leur vie. Donc, réchauffer leur cœur, les replonger dans des moments de vie heureuses, ou même peut-être les aider à aller vers la fin. Parce que beaucoup d'histoires dans les contes, beaucoup de contes parlent de la mort. Tout à fait, je pense à un conte qu'on adore toutes les deux et qu'on a d'ailleurs enregistré ensemble, qui s'appelle Le géant égoïste. À la fin Bien du conte, sûr. le géant meurt. Alors c'est dit d'une Ouais, manière très poétique, mais effectivement, il meurt et on pourrait très bien raconter ce conte à mais une tout à personne qui fait, est en fin de vie. tout à fait. En fait, ce qui me fascine dans le conte, c'est non seulement son, oui, son universalité, mais c'est le fait que c'est sans fin. Les histoires sont sans fin. Il y en a, il y en a. Moi, j'ai une bibliothèque énorme et finalement, j'ai exploité un millième de ma bibliothèque. Alors, il faut dire aussi que je reviens souvent sur les mêmes histoires parce qu'elles sont fortes. Mais souvent, d'un seul coup, je découvre une histoire et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vue avant? Pourquoi je ne l'ai pas lue avant? Elle est magnifique. Et donc, comme le conte est étroitement lié à l'homme, il y en aura toujours plus parce que nos histoires, elles sont en permanence créées, nouvelles. Il y en a tout le temps. Toi, tu es la première à en créer. Alors justement, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la manière dont tu crées à partir de quelque chose qui a déjà été créé par un auteur. Tu nous parlais tout à l'heure du travail qu'il y a en amont de l'acte de Mmh. conter, qui n'est pas seulement un travail du texte. Alors il y a évidemment, comme tu disais, s'approprier l'histoire, la connaître, la Oui. mémoriser, comme le ferait un acteur avec son texte. Mais il y a d'autres préparatifs en amont que je connais grâce à toi, puisqu'on a eu l'occasion de proposer des ateliers ensemble. Et je trouve que ça fait déjà partie en fait de l'art de conter, de se demander quelle ambiance on va choisir au niveau sonore, quels accessoires on va utiliser. Comment est-ce que tu fais? Donc, une fois que tu as choisi ton conte, que tu dis, OK, c'est cette histoire-là que je veux raconter pour tel public, comment se fait cette préparation, en fait? Alors, moi, comme je disais, moi, je le connais puisque j'ai eu la chance d'être dans tes coulisses, mais pour les gens qui ne savent pas et qui auraient envie de s'y mettre, qu'est-ce que tu leur dirais? Et je leur dirais vraiment de lire cette histoire et de la laisser un peu maturer, hein, dans un petit coin comme ça de leur tête, de leur cœur surtout, et puis d'y repenser souvent à cette histoire et de se la répéter. Moi, je me répète souvent des histoires dans ma tête, même pas forcément l'entièreté de l'histoire, mais des morceaux, des passages, de penser aux personnages, de penser comme ça, et ça vient tout seul au rythme de l'histoire. Et puis à un moment donné, mais chez moi, les choses se font très tardivement, hein. C'est pas que je me prépare des mois à l'avance. À un moment donné, je me mets seule avec tous mes instruments qu'a priori j'ai envie d'utiliser. Et puis je vois si ça va bien, si Tu fais ça. des essais. Je fais des essais. Je regarde aussi un petit peu au niveau du temps, la voix. Alors, moi, je travaille la voix. J'ai des exercices en diction avec des petits exercices pour réchauffer la voix, un crayon dans la bouche où on parle, ça permet d'avoir une voix plus claire, des babebi bobus, des mops, des op. Tout Et tu ça, m'as c'est des, jamais fait ça, je t'ai jamais vu faire ça. oui, mais ça, c'est des exercices de diction que je fais souvent avant de raconter pour être bien, voilà. Et en fait, je pense à mon public, je m'imagine. Moi, j'ai une très grande force à imaginer, donc je ne connais pas les gens, souvent je vais voir, mais c'est bizarre, j'imagine exactement, donc je me projette avant d'y aller, que ce soit chez moi ou dans la voiture avant d'y aller. Et puis après, bah, comme j'aime parler devant les autres et j'aime transmettre surtout, après il faut se laisser transporter. Il ne faut pas avoir peur et se dire, oh, oh, il faut être soi-même. Et
à la limite s'effacer pour laisser place à l'histoire. Alors on est là, bien sûr, avec sa voix et tout, mais moi quand je raconte, j'ai pas l'impression d'être là, Sylvie Aury. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui prend ma voix et je m'accompagne et tout, mais c'est comme si l'histoire m'habitait. Tu as employé ce mot. Et c'est ça qu'il faut réussir, enfin qu'il faut. C'est ça qui est chouette, c'est quand on a le sentiment que l'histoire vous habite. Parce qu'à partir de là, vous allez vraiment pouvoir la partager ou même la donner, l'offrir au mieux à votre public. Voilà, c'est là qu'on arrive au troisième sommet du triangle. Là, tu nous as beaucoup parlé du lien du conteur avec l'histoire qu'il choisit. Et puis, il y Ouais, a aussi tout cet aspect partage avec le public. Toi, tu interagis beaucoup avec le public, en beaucoup. particulier avec les enfants. Tu leur fais faire des hypothèses. Par exemple, tu t'arrêtes à certains moments Ouais. et tu leur demandes comment ils imaginent la suite. Tu leur fais répéter. Dans les contes, souvent, il y a Mhm. des structures répétitives. Tu leur fais répéter certaines formules magiques, etc. Je pense qu'avec les adultes, tu le fais aussi. Donc, il y a vraiment aussi ce lien qui se crée avec le public qu'on n'a pas forcément, par exemple, entre un acteur et son public. L'acteur, il va interpréter un texte sur scène, mais il ne va pas demander au public de participer. Là, toi, quand je te vois raconter, c'est toujours vraiment une histoire à trois voix. Il y a la voix du conte, il y a ta voix, et il y a la voix du public qui fait comme un petit écho au refrain ou qui Tu as intervient tout à aussi, en fait fait. raison. J'aime beaucoup ton expression, c'est une histoire à trois voix. Parce qu'en fait, le conte n'est pas le propre du conteur. Le conte prend toute cette dimension avec la voix du public. Et c'est ce que tu dis. Alors, il y a des contes parfois ou des situations qui ne se prêtent pas, malheureusement, à l'interaction trop fréquente. Mais moi, j'essaie au maximum de préserver, comme tu le dis, cette interaction avec le public. Alors, je n'ai pas là d'exemple concret, mais si par exemple, effectivement, il y a un refrain ou une répétition de l'action, je vais faire deviner au public qui va me dire: «Ah oui, il va repartir» et voilà. Ou aux enfants, évidemment, aux enfants qui vont frapper dans leurs mains, qui vont mimer le cheval et cetera, qui vont siffler s'il y a un sifflement dans l'histoire. Donc essayer de rendre interactive cette histoire au risque parfois Que ça déborde. d'arrêter un peu le rythme de l'histoire. Mais j'ai toujours pris plutôt le parti pris, on va dire, du conte à plusieurs voix, qui risque d'être cacophonique, plutôt que de l'histoire monocorde, juste racontée, enfin pas monocorde, mais unilatérale de la conteuse. Oui, parce que tu as spontanément ce sens du partage et ça se ressent dans ta Et c'est façon de plus compter. marrant. Et alors, je peux te donner l'exemple que tu n'as pas trouvé, puisque j'ai eu la chance de raconter à deux voix avec toi mon livre Le coquelicot qui se sentait tout seul. Et le Ah début ouais. du coquelicot, en fait, est conçu comme ça par un scénario qui se reproduit à plusieurs reprises. Et chaque fois, tu demandais aux enfants, ou on demandait aux enfants, quand on le faisait à deux voix, vous vous souvenez ce qui se passe, puisque ce sont toujours les mêmes questions-réponses qui reviennent, et on pouvait les faire participer de cette façon-là. Ah ouais. Oui, tu as raison. Et maintenant, je repense, tu vois, à dernière enfin, cette dernière animation en maison de retraite, heu, les petites personnes âgées étaient assez timides, mais avec l'aide des aides-soignantes, elles ont quand même répondu de temps en temps, à mon dernier conte, voilà. Et là, c'est encore une joie supplémentaire, je dirais, Oui, d'avoir, sans penser que pour ces personnes âgées, c'est aussi un super exercice. On sait que souvent, elles ont besoin qu'on stimule leur mémoire et le ouais. conte propose un contexte idéal pour ça, puisque comme tu le disais, elles vont pouvoir participer, elles vont pouvoir stimuler ce qu'elles ont pu retenir d'avant. Et pour celles pour qui c'est difficile, il y a cet appui sur la musique. Je sais que tu m'as souvent raconté que tu faisais des ateliers en maison de retraite à l'époque, encore avec les musiciens, qu'à la fin, les petites personnes âgées dansaient et que c'était vraiment un moment festif extraordinaire qui leur rappelait sûrement les balles de leur jeunesse. J'irais même plus loin, pour des malades d'Alzheimer, et ça m'est arrivé une fois vraiment d'être en présence de malades d'Alzheimer plus ou moins, fortement touchés. Il y avait une petite dame qui ne voulait pas s'asseoir et qui, était à 20 centimètres, c'était avant le covid, de la musicienne qui m'accompagnait, une violoniste, et elle voulait absolument voir de très près ce violon. Et donc elle est restée pendant tout le temps de l'histoire, la violoniste, a fait comme si c'était naturel, elle est restée vraiment à côté de la violoniste, proche de moi, parce qu'elle voulait ce lien, à la musique, tout en m'écoutant. Et je suis persuadée que ce jour-là,
quelque chose a dû se passer en elle. Tout à fait. Et alors, je peux confirmer, corroborer ce que tu dis, parce qu'il se trouve que parmi les personnes qui participent à mes veillées comptes, il y en a une qui travaille en maison de retraite et qui m'avait demandé de la coacher un petit peu pour organiser un atelier compte dans l'EHPAD où elle travaille. Et je me suis inspirée de ce que je t'ai vu faire, puisque moi, comme je disais, je ne suis pas conteuse. Tout ce que je sais faire en tant que conteuse, c'est à toi que je le dois. Et donc, elle a fait son atelier compte avec les petites personnes âgées qui ont adoré. Et donc, maintenant, elle va mettre ça en place régulièrement. Donc voilà, c'est pour dire à ceux qui sont dans ces milieux-là, oui, ça prend, oui, les personnes âgées aiment ça, n'hésitez pas à leur raconter des histoires, même si vous n'êtes pas formé, même si au départ, vous avez peut-être encore besoin du livre, parce que vous n'arrivez pas à la mémoriser ou vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance. Elle l'a fait, je crois, avec un livre de contes qu'elle avait et qu'elle aimait. On revient à ce que tu disais, il faut choisir des contes qu'on aime. Et puis en plus, avec le conte, comme tu disais, il y a aussi cette liberté de s'approprier le texte à sa façon. On n'est pas, alors on peut le faire avec le livre en lisant les mots du livre, ou on peut aussi mémoriser l'histoire et la raconter avec ses propres mots, avec sa propre façon de faire, en se l'appropriant complètement, non? Mais tout à fait. Donc, tu as les contes de la tradition orale, mais tu as les contes vraiment écrits. Et quand moi je les raconte, des grands contes classiques, je dis toujours d'après. Ce qui me permet une certaine liberté d'omettre des passages de l'histoire si j'ai pas envie de les raconter, de rajouter des choses. Et c'est ça que je trouve riche en fait dans le conte. Et c'est là aussi que le rôle du public est important parce qu'effectivement, je me souviens de certains ateliers qu'on a fait par exemple avec les enfants où on voyait qu'ils commençaient à fatiguer, à être inattentifs et où on a raccourci. Donc d'avoir cette liberté, je trouve c'est aussi avoir l'intelligence de s'adapter à son public, à la réceptivité du public et de savoir ou au contraire développer un aspect de l'histoire quand on voit que les gens sont à fond dedans, qu'ils ont envie d'en entendre plus, d'avoir plus de détails. Comme la Voilà, on peut musique, rajouter, comme on la peut vraiment musique, jouer comme un musicien hein, qui peut jouer avec exactement. et Et le conte, c'est pareil. Tu vois, si tu vois que tu as du temps et que la musique fait du bien à ton public, tu peux la jouer plus longtemps. Tu prends ton temps. En fait, c'est vraiment à un moment donné de t'adapter à ton public avec cette histoire que tu vas leur transmettre. Et puis il y a autre chose sur quoi on voulait insister toutes les deux, c'est que finalement tout le monde peut raconter avec Ah plus ou oui. moins de professionnalisme, mais comme tu le disais, le plus important c'est d'être habité, c'est d'avoir envie de le faire, d'être porté par une envie, par une passion. Donc on peut très bien conter ou raconter à des enfants en tant que maman, en tant que nounou, en tant que grand-mère. On peut le faire comme toi dans un cadre professionnel, mais je voudrais que tu nous reparles un petit peu de cette passion qui nous habite et qui fait que finalement si on se laisse porter par cette passion, eh ben, on est capable de le faire. Peut-être pas d'une manière parfaite, si tant est qu'il y a un art parfait du conte, mais vraiment en se laissant habiter, c'est encore une fois le mot qui me revient, en se laissant, j'ai l'image de quelque chose qui monte en nous, comme tu disais, en s'oubliant quelque part au profit de ce texte, au profit de cette histoire. Moi, ma mère me racontait des histoires en faisant la cuisine, parce qu'elle était occupée à faire la cuisine. Et voilà, ça ne demande pas forcément d'être dans comment dire, un cadre particulier. Alors évidemment, c'est mieux si on a un moment un peu privilégié avec des petits rituels, mais on peut vraiment, même en voiture, moi je me souviens que quand on voyageait avec mes parents, à l'époque, il n'y avait pas encore les lecteurs DVD, il n'y avait pas les lecteurs CD dans les voitures. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On chantait ou on inventait des histoires et on se fait comme ça, et le trajet passait beaucoup plus vite. Donc je voudrais que tu reviennes sur ce côté, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Ben, l'histoire, pour moi, déjà, le conteur n'a pas un rôle de transmettre, mais chacun peut être conteur, effectivement. C'est accessible à la maman, à son enfant, à la grand-mère. Et d'ailleurs, quand je suis avec les enfants, je leur demande, je leur dis, est-ce que maman vous raconte? Et bien sûr, ils me disent oui, grand-mère, etc. Les maîtresses, et les enfants eux-mêmes adorent se raconter des histoires. J'étais très touchée par un enfant qui venait souvent dans mes ateliers à la maison, puisque j'en fais aussi à la maison, un peu moins maintenant, mais j'en ai fait longtemps. Et alors, il avait demandé un petit instrument pour pouvoir raconter à sa petite sœur. Oh, Et il m'imitait. Et sa maman disait, c'est trop mignon. Quand je lui disais, qu'est-ce que tu fais? Il disait, je fais comme Sylvie, je raconte. Alors là, il s'inspirait, mais tout simplement parce qu'il avait en lui ce talent aussi, cette volonté. En fait, je viens de parler de talent. Un talent peut peut-être aider, mais le talent n'est pas nécessaire. Il faut une envie. Et je pense que finalement, le conte nous relie à l'autre. Et qui n'a pas envie d'être relié à l'autre? Donc, qui n'a pas envie de raconter?
Bien sûr, il y a des caractères peut-être plus fermés, mais dans l'ensemble, nous sommes des êtres de communication dans notre société. Et donc, chacun a cette possibilité de parler à l'autre et donc de raconter. C'est pour ça que je dis que le conte est universel aussi, en ce sens qu'il est un moyen de communication pour tous, pour toutes, dans toutes les cultures, à travers le monde, à travers le temps. Et c'est ça finalement qui fait la magie du conte. Et je pense qu'une conteuse ou un conteur doit vraiment transmettre dans cet esprit, d'avoir donné peut-être envie à quelqu'un d'autre, s'il ne l'avait pas fait encore, de raconter, de conter. Et puis, comme tu dis, il y a cette dimension de partage et on peut s'appuyer aussi là-dessus, en particulier avec Oui, les enfants, qui en général sont en plus très bon public, hein. Moi, j'ai vu des parents raconter des histoires à les enfants en lisant le livre très scolairement. Pour l'enfant, c'était pas grave, hein. Il était complètement exactement. parti dans l'histoire. Et puis, vous pouvez, comme le fait Sylvie dans ses ateliers, les faire participer, leur demander bah, et toi, qu'est-ce que tu ferais à la place du héros? Qu'est-ce que tu imagines? Qui va rencontrer maintenant? Qu'est-ce que tu imagines? Un lapin. Ah, et il est comment le lapin? Il est blanc, il est rose, il a un pyjama, il a un doudou. Voilà, vous pouvez lui poser des questions et comme ça, quand vous êtes en panne, vous avez oublié un petit peu la suite de votre histoire, vous pouvez très bien l'inventer en partenariat avec l'enfant et faire un peu une variante du conte. On avait fait ça dans un atelier avec Sylvie où on était parti d'un album existant et où les enfants, de manière très spontanée, avaient eu plein d'idées, donc on s'était amusé à imaginer une suite du conte. Et moi, je me souviens avoir fait ça aussi, justement, à un atelier conte avec des adultes où je leur ai proposé d'inventer ensemble un conte. Alors au début, tout le monde était paniqué, oh non, non, on va pas y arriver. Et finalement, eh ben, en prenant les idées de tout le monde et en voyant comment ça pouvait s'articuler, on s'est rendu compte que c'était pas si difficile. Il fallait juste oser s'aventurer justement dans le monde de l'imaginaire, qui a en plus comment dire, cette souplesse, cette liberté qui fait qu'on réussit toujours à retomber sur ses pattes. Parce que si on est coincé à un moment de l'histoire, ça n'a pas besoin d'être logique, comme une enquête policière, par exemple. Il y a une fée qui peut venir, il y a un objet magique qui peut nous venir en aide, il y a le maître du temps qui peut venir couper l'histoire en disant et maintenant, le temps de l'histoire est fini et nous reprendrons la prochaine fois. Enfin voilà, il y a toujours plein de solutions d'improvisation possibles, ce qui serait beaucoup plus compliqué avec un texte narratif logique et réaliste, j'ai envie de dire. Oui. En fait, peut-être une dimension importante à rajouter, le conte doit rester aussi euh, du registre de l'envie et du ludique. On s'amuse aussi en racontant. Moi, je m'amuse beaucoup. Alors, il y a des contes qui s'y prêtent d'autant plus, qui sont drôles, mais même dans des contes merveilleux, je m'amuse. Et je crois que c'est ça aussi. Il faut prendre cette possibilité de s'amuser. Oui, il y a cette dimension de plaisir et puis de Plaisir, de légèreté, joie hein. partagée, de légèreté. Voilà, ouais. Alors, je voulais rajouter par rapport aux enfants, moi j'ai une petite anecdote qui m'avait beaucoup touchée d'un enfant qui avait eu un moment triste dans sa vie, la perte d'un être aimé. Et c'était au moment de Noël et je lui ai offert imprimer un conte que vous retrouverez qui s'appelle Les quatre bougies, où il est question en l'occurrence d'une des bougies qui est la bougie de l'espérance, pour résumer. Et ce qui était trop mignon, c'est que la maman a eu la gentillesse, le soir de Noël ou le lendemain, de m'envoyer une petite vidéo avec l'enregistrement de notre petit garçon racontant les quatre bougies à sa famille. Et j'avais trouvé ça extrêmement émouvant, en fait. Et donc, le temps de cette soirée de Noël, il avait envie de devenir le conteur de la famille. Oui, et puis je pense que, alors pour connaître un petit peu l'histoire que vous pouvez trouver, hein, elle est sur Internet, c'est aussi Ouais, une très belle très histoire belle histoire, très forte, d'espérance, de foi. de Et foi. c'était probablement ce dont cet enfant avait besoin à ce moment-là, et sa famille aussi. Et Ouais. grâce à toi, c'est ce qu'il a pu véhiculer et transmettre à cette fête de Noël. Mm. Je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser la force du conte. Ça, c'est encore une autre thématique qu'on n'a peut-être pas abordée. Euh, le conte peut être est très fort et il peut l'être parfois dans certaines circonstances d'autant plus fort. On ne connaît pas tout son public, mais quand on sait certaines choses de l'un ou l'autre, euh, on doit quand même aussi être sensible et faire attention.
Oui, c'est vrai, il y a certains contes qui peuvent faire écho à des situations que vivent Exactement. l'une ou l'autre personne du public. Il y a d'ailleurs des contes qui suscitent de grandes émotions. On voit parfois des adultes ou des enfants se mettre à pleurer, se Mhm. mettre à avoir peur. Il y a Il faut même des gérer aussi personnes, ça. tout à fait, il y a même apparemment des personnes touchées par Alzheimer ou d'autres maladies dégénérescentes qui ont retrouvé d'un seul coup la parole après un conte, après une histoire. C'est là qu'on voit vraiment le pouvoir thérapeutique du conte. Tout à fait. Et c'est là où je dis que on n'a pas besoin d'avoir une conteuse présente. Une infirmière, si elle avait un petit peu de temps, de raconter un conte, tout simplement avec le livre, n'importe qui peut vraiment aider son proche. Et alors, en plus de tout ce qu'on a dit sur le pouvoir thérapeutique du conte, moi, je peux rajouter aussi en tant qu'enseignante tous les avantages que ça a pour un enfant ou pour une personne âgée, par exemple atteinte d'Alzheimer, d'écouter des contes. C'est vraiment quelque chose qui va travailler au niveau du champ lexical, au niveau de la logique narrative, que les idées se mettent dans un certain ordre, que s'il s'est passé ça, il ne peut pas se passer ça après parce que c'est pas cohérent. Ça va stimuler la mémorisation, évidemment, s'il y a des choses qui reviennent de façon récurrente dans le conte. Ça va stimuler la socialisation. On sait bien que les enfants qui grandissent avec des écrans, ils ne développent pas du tout la même faculté de socialisation que les enfants qui ont grandi en partageant des choses avec les parents, que ce soit des histoires ou autre chose. Donc, il y a vraiment plein de vertus pédagogiques, j'ai envie de dire, ou même humaines, au fait d'utiliser les contes comme moyen de communication. Et effectivement, c'est bien ce que tu as mis en avant, c'est quelque chose qui sert à partager en fait le conte. À partager et comme tu le dis, au sein des enfants, ça c'est quelque chose qui me frappe. Les enfants s'écoutent quand on leur laisse la parole dans le cadre d'un atelier conte. Quand on commence à leur dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous proposeriez là comme suite ou comme histoire? Ils s'écoutent mutuellement. Peut-être plus facilement qu'avec de la littérature classique. Oui, on l'avait bien vu puisqu'on avait organisé ensemble toute une série de contes philosophiques avec un goûter auquel donc il y avait un conte, il y avait un goûter et puis après il y avait une activité qui était en général en lien avec le conte et on a souvent toutes les deux été surprises par la richesse des réflexions des enfants qui étaient des enfants de quoi 8-10 ans si j'ai bonne mémoire. 8-10 ans. Mhm. Voilà. Et donc ça, je reviens sur cette dimension que on peut lire et raconter des histoires à tout âge. C'est pas parce que l'enfant est devenu autonome en termes de lecture qu'il faut arrêter de lui raconter des histoires. Il continue à aimer ça, y compris en tant que pré-ado et en tant qu'ado. Il y a des gens qui pensent que les ados c'est plus leur centre d'intérêt. Alors évidemment, il faut trouver des contes adaptés. Mais je pense par exemple même à tous les contes un peu fantastiques, hein, les contes d'Edgar Allan Poe, les contes de Maupassant, avec cet univers un peu gothique, un peu glauque. C'est quelque chose qui peut très bien marcher avec des adolescents. Et puis là aussi, il y a toujours cette dimension thérapeutique, je ne sais pas, mais en tout cas humaine. Ça renvoie vraiment à des choses profondes de la psyché humaine, de l'expérience de la vie des hommes sur la Terre. Et effectivement, je pense que d'utiliser ces contes, ça fournit comme un terreau, une base sur laquelle l'être en croissance, qu'il soit petit enfant, préado ou ado, va pouvoir s'appuyer pour trouver des solutions quand il va se trouver face à certaines situations de la vie. Il va pouvoir se dire, ah oui, je me souviens dans ce conte, le personnage, il vivait ça et il s'en est sorti en faisant ça. Donc il va pouvoir tirer des parallèles en fait entre ces modèles qui ont été ses héros, de même qu'il pourrait le faire avec des héros de films hein, ou d'autres supports, mais il peut s'inspirer en fait du parcours de ces personnages pour transcender ses propres difficultés. Tout à fait. Alors je dirais consciemment ou même inconsciemment. Tout à Car je fait. crois qu'en soi, nous avons tous des histoires accumulées et qui ressortent consciemment ou inconsciemment dans nos choix, dans nos décisions. Et c'est pour ça justement que c'est important de s'en nourrir, qu'on soit conscient ou pas conscient de les utiliser au quotidien, parce que c'est vraiment comme un bagage qu'on se donne et dans lequel après on peut aller puiser. J'y crois Alors, complètement. Je pense que le conte est vraiment la nourriture de notre psychisme à sa façon. bien sûr, et c'est ce qu'on dit, je pense aux psychanalystes, hein, comme Jung, comme des gens qui ont travaillé sur l'inconscient et qui ont bien retrouvé toutes les grandes figures archétypales du conte dans notre inconscient. Donc voilà, on espère vous avoir donné envie de lire des contes, de raconter des contes, d'entendre des contes et surtout d'écouter vos envies en matière de contes, de découvrir et faire découvrir ce que vous aimez, ce qui vous attire,
les partager. On est dans un contexte où, comme le disait Sylvie, c'est compliqué de partager. Mais il y a toujours des formes de partage possibles au sein d'une famille, au sein de petits groupes ou même virtuellement. Alors c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Sylvie si ça valait la peine de proposer des ateliers comptes virtuels et on s'est dit qu'effectivement il manquerait ce côté interactif, vivant qu'elle établit avec son public. Donc moi je fais, Qui vas-y. viennent particulièrement, comme je suis moins dans le virtuel, mais Voilà. Et moi, c'est vrai que quand je le fais, ben, je vois bien que c'est différent de ce que tu fais toi. Il y a effectivement une interaction avec le public, mais c'est pas pareil. Je lis, donc effectivement, je pense qu'il y aurait une dimension qui manquerait si on proposait ça virtuellement. Après, il y en a qui sûrement peuvent et savent le faire. C'est juste que toi, ça te correspondrait pas. moins en tout cas. J'aimerais bien peut-être faire écouter, entendre, si on a encore 2 minutes, un dernier instrument, si tu es d'accord. Vas-y. Le handpan, que tout le monde Ah voit oui, c'est très beau. Oui. grande. J'ai une petite version, enfin une version plus modeste. Attendez, je vais m'approcher pour le prendre. Et je vais juste vous faire écouter cette sonorité qui est magnifique. C'est un instrument qui vient d'Asie, non? Alors, celui-ci vient d'Asie. Je vous montre. Il est beau, hein? Hein, il est beau. Alors, j'espère que ça va rendre quelque chose. Je vais juste un petit peu installer. Comme je ne peux pas le poser, on va voir. Tu vas me dire si ça... Voilà. Vous êtes prêts? Merci. Alors, ça rend pas aussi joliment qu'en vrai, parce que ça donne un petit côté un peu métallique. Mais pour en avoir entendu, effectivement, hors monde virtuel, je témoigne que c'est un instrument qui est très, très joli et qui peut aussi créer des ambiances sonores très évocatives. Voilà. Et accessible, encore une fois, à tous, comme le conte. Voilà. Alors, on espère justement vous avoir transmis notre passion des contes et l'envie de les partager. N'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien vers le site de Sylvie et puis aussi des exemples de vidéos ou d'audio où vous pouvez l'entendre. Il y en a quelques-uns qu'on a enregistrés pour ma chaîne. Il y en a un qu'elle a enregistré il y a peu pour la bibliothèque de Luxembourg où vous pouvez la voir justement utiliser différents instruments et vous verrez justement comment elle les amène à différents moments du récit pour créer des ambiances, pour créer des petits interludes. Ça vous donnera une idée très concrète de tout ce qu'on a évoqué dans cette interview. Et puis, si vous avez des questions ou des envies, des choses que vous auriez aimé qu'on approfondisse plus, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire sous la vidéo et à ce moment-là, on vous en fera une autre. En tout cas, merci Sylvie. Merci Sylvette. J'étais ravie de te recevoir une deuxième fois, puisque la première apparition, c'était tout au début de la chaîne, ça devait être en 2016, pour cette fameuse émission sur l'art de compter. Et puis, on en avait fait une autre, mais je crois que tu n'étais pas là, sur le pouvoir thérapeutique de l'imaginaire. Oui, Où je me on rappelle, mais je évoque n'étais pas là. aussi, J'avais beaucoup aimé. Oui. voilà, et qui reprend plusieurs choses qu'on a évoquées ensemble aujourd'hui. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et puis, merci à toi d'être venu partager ta compétence et surtout ta passion des contes avec nous. Et merci à toi pour ton écoute et surtout pour ta formidable façon de susciter les réponses, d'orienter toute cette belle conversation. Ah bah, chacune son art. Toi, tu communiques avec ton public à ta façon et moi avec le mien à ma façon. Allez, Merci. Merci à à tous.